Bonjour à tous et à toutes. On va démarrer ce café visio donc sur le thème de quelles opportunités et outils export pour repartir à l'international en sortie de crise. Le but étant de voir, de faire un petit tour d'horizon de notamment 3 pays en particulier, l'Allemagne, l'Espagne et UK. Donc de voir un peu l'état dans lesquels sont les échanges avec ces pays actuellement et quelles sont les aides présentes, autant nationales que aides locales avec l'Occitanie. Et pour cela, donc, nous avons plusieurs intervenants et entreprises témoins. La première entreprise témoin, alors attendez, que je ne fasse pas d'erreur dans les noms. Donc nous aurons Fly for You, Advise, Winlock. Puis nous aurons la Business France et Team France Export qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui. Donc je vais laisser déjà faire un petit tour de table de présentation de chacun. Et je vais démarrer par la première personne sur mon écran qui est Franck pour les entreprises. Ah non, votre micro est coupé. Alors attendez, je vais vous l'activer. C'est bon. Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Je suis Franck Marie, je suis le directeur commercial de la société Advise. Merci. Nous avons ensuite Olivier Page. Pagès, mais c'est pas très grave. Pagès, pardon. Excusez-moi. Cofondateur et président de Fly for You. Merci. Nous avons aussi Eric Cariou. Bonjour, cofondateur et directeur général de Winlock. Merci, bienvenue. Ensuite, pour Business France, nous avons Martin Gramling. Je ne sais pas si... Bonjour, Martin Gramling, du coup, chef de pôle du bureau Business France en Allemagne. Bienvenue, merci. Nous avons aussi Javier Miguel. Bonjour à tous, Javier Miguel, responsable du pôle Tech et Services pour la zone ibérique, Espagne et Portugal. Donc, ça sera un plaisir d'échanger avec vous durant cette matinée. Eh bien, merci d'être présent. Enfin, nous avons Isabelle Tiberanc. Oui, bonjour, je suis Isabelle Tiberanc, je suis en charge du pôle Tech et Services sur la zone Royaume-Uni et Irlande. Et merci de nous convier à cette conférence et de nous recevoir chez vous ce matin. Merci à vous d'être présent. Et nous avons aussi pour la région donc Anne Barrier-Combe. Anne, est-ce que tu nous entends? Oui. Bonjour à tous, merci de votre accueil. Donc de Haddock. Et nous avons Aziza. Bonjour à tous, Aziza Gadi, conseillère internationale au sein de la team France Export sur la partie tech et services, donc pour accompagner les entreprises d'Occitanie dans leur développement commercial international, en collaboration directe donc avec nos 3 collaborateurs qui viennent de se présenter en Allemagne, au UK et en Espagne. Très bien, merci. Et nous avons enfin Christophe Palou, qui peut-être pas présent encore. Je me permets de Christophe et mon pendant basé à Rodez, donc pour la région Occitanie, également en charge des entreprises sur tech et services. Donc nous sommes 2 sur la région Occitanie au sein de la Team France Export pour ce développement commercial international. Très bien, c'est bien noté, je vous remercie. Donc on va démarrer par un peu des retours d'expérience d'entreprise sur la période actuelle pour le travail, pour la partie export. Je vous laisse démarrer un peu, peut-être expliquer
quels sont les pays sur lesquels vous êtes présents déjà et sur les difficultés ou pas d'ailleurs, hein, que vous pouvez rencontrer actuellement. Donc, la parole à Franck-Marie Advise. Donc, rebonjour à tous. Merci en tout cas encore de votre invitation. Je vais vous présenter très brièvement. En fait, Advise, on travaille sur le métier aéroportuaire, donc principalement avec des compagnies aériennes, mais aussi avec les handlers. Les handlers sont ces sociétés qui font tout le travail sur le tarmac pour charger les bagages ou pour réalimenter les avions. Donc, évidemment, travailler avec ces compagnies aériennes et ces handlers, c'est un marché très international. Donc, on va se concentrer sur les pays que vous avez cités, qui sont l'Espagne, qui sont l'Angleterre ou l'Allemagne, où clairement, en fait, l'impact du Covid a été important. Hein. On a pu discuter avec nos clients et nos prospects. Certains nous ont remonté une baisse d'activité. Alors, il y en a qui c'est assez radical. Ils travaillaient sur l'Italie et sur l'Espagne, mais de 97% de baisse de leur activité. Donc, c'est-à-dire que l'activité de transport de passagers s'est complètement stoppée ou est restée je dirais, très microscopique. Et c'est l'activité cargo qui, par contre, elle continue et qui fait la majeure partie de leurs revenus actuellement, c'est la partie cargo. Donc, sur l'Espagne, en fait, on a eu beaucoup de nos clients et prospects qui se sont mis tout de suite en mode tortue un petit peu ce que l'on a fait en France sur les compagnies aériennes où on a vu l'activité aéroportuaire, ce qu'on voit avec Orly qui s'est stoppé, c'est-à-dire qu'ils sont complètement en mode protection et arrêté leur activité. Et puis, on a vu ça un petit peu plus, un peu différent sur la partie Angleterre et sur la partie Allemagne, où ils continuent en fait une partie de leur activité. L'Angleterre avait aussi la particularité de continuer ses liaisons sur les États-Unis, qui sont stoppées maintenant, mais qui continuaient un petit peu après. Donc, clairement, on a entendu des sons de cloche de la part de nos clients sur le fait que l'activité baissait entre 90%, 80%, 97% pour certains. Mais évidemment, on les questionne régulièrement pour savoir quand est-ce qu'ils espéraient un retour d'activité. Donc, en moyenne, le retour de l'activité, pas à 100% de l'activité aéroportuaire, mais plutôt, je dirais, entre 70 et 100%, ça va monter petit à petit. Pour l'Espagne, par exemple, ils annoncent juillet un départ peut-être à 70% de l'activité, et puis ensuite septembre, octobre, où ils pensent retourner à 100%. Évidemment, de notre côté, la principale question qu'on avait avec eux, c'était cet impact que vous avez, l'impact du Covid sur vos activités. Est-ce que les projets que l'on mène ensemble sont des projets qui sont stoppés ou sont des projets qui sont mis en stand-by? C'est-à-dire que est-ce que vous avez défini déjà une stratégie sur ces projets? Et donc, on a eu la chance, mais c'est la particularité, je pense, que aussi de mes confrères qui vont parler, on a la chance de fournir des solutions de télématique, c'est-à-dire des solutions qui vont les aider à optimiser leur parc, c'est-à-dire qui va aider à une baisse des coûts, à une baisse de leur nombre de véhicules. On a la chance de travailler dans ce secteur-là. Donc, c'est vrai que tous, je dirais, à part peut-être un exemple, ont mis en stand-by le projet et ils ne l'ont pas complètement arrêté. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils vont revoir une visibilité, à partir du moment, que ce soit en Espagne, en Allemagne ou en Angleterre, ils vont commencer à dire, bon, bah, ça y est, on reprend notre activité, ils vont réouvrir les discussions sur les projets de télématiques que l'on a, soit des projets existants de continuer du déploiement, soit des projets qui étaient juste au démarrage, ce sont des prospects qui cherchaient à s'équiper de solutions de remontée de données techniques ou de positionnement de leur véhicule. Donc on voit clairement que ce type de produit, c'est un produit qui peut les aider dans le futur parce qu'ils vont chercher évidemment à optimiser les coûts désormais. Hein, l'impact quand même l'impact est très financier. Donc, ce sont des projets en stand-by. C'est vraiment le message que l'on reçoit de chacun, c'est de dire, bon, écoutez, la porte n'est pas fermée. Certes, pour l'instant, laissez-nous nous remettre de ce qui se passe. C'est un marché particulier, un marché aérien, en tout cas, on le sait, on l'entend à la télévision et partout, il est fortement impacté. Mais ça va redémarrer. Ça va redémarrer soit partiellement, j'entends, c'est-à-dire qu'on ne va pas équiper comme on s'attendait d'équiper, mais on va quand même tout de même lancer ce type de projet qui était essentiel. Ce sont des projets qui ont des ROI importants. Donc, c'est surtout ça que nos clients ont vu.
si on devait faire juste un résumé, je sais que c'est assez court le fait de pouvoir parler, c'est que clairement l'impact a été plus important pour nos clients en Espagne. Voilà, on va entendre vos collègues parler justement de ce business-là, mais c'est vrai que l'Espagne s'est trouvée être fortement impactée par rapport à d'autres clients qui sont en Allemagne, où on les trouve un petit peu moins impactés, et en Angleterre. Voilà, clairement pour notre vision du marché sur lequel on fait de l'international, donc le marché aéroportuaire. Très bien. Merci Franck-Marie. Donc maintenant, nous passons la parole à Olivier Pagès. Bien, bonjour à tous. Un bonjour spécial à Eric. Je vois en pleine forme, confiné comme tous. Moi, je suis à l'extérieur, vous le voyez. Je suis en plein centre de Toulouse. Et si vous entendez du vent, c'est normal. Bon, je souris un peu dans cette période de confinement. Alors, nous, Fly4You, c'est une société de services IoT industriel. On essaie de rendre intelligents quelques actifs industriels et on a deux particularités. Une particularité technique, on a introduit quelques technos d'intelligence artificielle dans nos boîtiers. Et surtout, sur un plan commercial, on travaille par vertical métier. C'est-à-dire, on a choisi 4-5 verticales métiers où on semblait être pertinent et avoir des choses à dire sur ces métiers-là. Et donc, l'approche est un tout petit peu différente. Une première partie, je vous dirais un peu comment nous, on s'organise en matière commerciale. Et puis, deuxièmement, quel a été l'impact sur ces différentes verticales. Alors, nous, on a ces particularités imposent une différenciation d'organisation commerciale par verticale. J'en prendrai trois. Sur la partie, on a une verticale qui s'appelle RTP, Returnable Transit Packaging. C'est un peu compliqué pour dire en fait tout ce qui est support de manutention mobile. Là, on a décidé de travailler en direct, parce qu'il y a un arbitrage à faire. Soit vous travaillez en direct, soit vous travaillez en indirect, soit vous avez des représentants ou des distributeurs de votre service, ou alors vous travaillez en direct avec votre propre force commerciale. Et les choix sont différents par vertical. Sur la partie packaging, on a décidé d'embaucher un business développeur, mais alors autant on en prend des ingénieurs plutôt dans la première partie de leur carrière professionnelle, autant sur les business développeurs, on prend des gens qui connaissent vraiment le métier et qui ont compétences européennes sur leur secteur. C'est-à-dire des gens c'est un Allemand et on s'organise, il a compétence sur l'ensemble du territoire européen. Pour l'instant, on travaille exclusivement sur l'Europe, ni sur l'Asie, ni sur les États-Unis. Et qui a compétence donc sur ce secteur-là, qui connaît très bien les décideurs, que ce soit dans son pays natal, l'Allemagne, mais aussi sur l'ensemble du secteur européen, qui est un secteur de métier assez bien vertical et assez spécifique. Et on est en train de s'organiser avec des relais néanmoins locaux, parce que comme vous savez, l'Europe a l'inconvénient ou l'avantage d'être multiculturel. On n'est pas aux États-Unis, et clairement un Espagnol aime bien travailler avec un Espagnol, et un Anglais, je ne parle pas des Anglais parce que les Anglais ils veulent un Anglais, mais surtout aujourd'hui. Donc on essaie d'avoir des relais locaux qu'on est en train d'organiser. Ça, c'est pour une première verticale. La deuxième verticale, sur les remorques, on a une verticale remorque, et on a une offre un peu disruptive sur la télématique remorque. Et là, on a fait le choix de travailler avec un distributeur avec qui on a choisi de signer un contrat. Donc, alors, c'est non exclusif, mais on essaie on a eu une réflexion sur le sujet en disant, ben, comme ce métier existe déjà, alors que sur la partie RTP, le métier était à créer, il y a une offre sur les remorques de télématique. Et donc là, comme on disait disruptif, on a préféré travailler avec des gens qui connaissaient le métier, qui étaient déjà depuis longtemps. Et là, on travaille avec un distributeur. Donc l'approche est un tout petit peu différente. Elle est peut-être moins directe. Ce n'est pas exclusif, mais néanmoins, on s'appuie beaucoup sur leur approche. Pour l'instant, on est en démarrage d'activité, donc on a eu peu d'impact sur le Covid à ce niveau, parce que le transport et la logistique n'ont pas été nécessairement très, très impactés par le Covid. Et en fait, sur une troisième verticale, on en a 5, mais une troisième verticale que je voulais aborder avec vous, ce sont les bennes. Et là, ça concerne
à la fois l'agriculture, mais surtout le waste management, enfin la gestion des déchets. Et là, on travaille avec un leader mondial qui aujourd'hui, avec qui on est en train de négocier des accords, toujours non exclusifs, mais en termes de distribution, qui ne nous empêchera pas de mettre en œuvre une organisation un peu comme celle qu'on a sur les RTP, sur le packaging, avec un business développeur un peu général qui connaît bien ce métier un peu transpays et qui nous permettra de nous développer en plus de l'accord qu'on a avec le leader en question. Voilà. Voilà un peu comment nous sommes organisés. Alors, le Covid a eu des impacts un tout petit peu nuancés pour nous. On a une activité aéronautique, je ne vais pas vous en parler parce qu'elle est quand même relativement mise en stand-by. On était plutôt dans des logiques de projet avec des services un peu spécifiques à l'aéronautique, mais qui ne touchent pas au sujet d'Advise. Donc, nous, on a eu deux catégories, soit deux catégories de dossiers, soit des dossiers en termes de projets qui ont été mis en stand-by, pas arrêtés, mais mis en stand-by, et puis des dossiers qui ont été, qui n'ont pas du tout été impactés par le Covid. Je pense à la logistique, je pense à la partie déchets, je pense même à la partie packaging, où là, partie packaging, c'est des secteurs qui vont du container plastique quasiment jusqu'au container. Donc, on est assez large en termes de cible. Et là, étant donné, même si on a fait sur 2019 70% de notre activité à l'étranger, on a plutôt, nous, basé la première partie, l'activité de la première partie de l'année ou des 3 premiers mois sur le franco français. Ne nous a pas fondamentalement bloqué parce que les accords étaient signés. Et en termes de déploiement, étant donné qu'on met en œuvre des outils qui n'existaient pas en début d'année, on n'a pas fondamentalement senti de ralentissement, en particulier parce qu'on a des verticales métiers qui sont un peu diversifiés. Bien évidemment, l'aéronautique en particulier a été mis en parenthèse. Voilà. Après, regardons ce qui va se passer dans les 3 ou 4 mois qui viennent. Je ne suis pas du tout sûr que le tsunami soit complètement arrivé sur nos plages. Donc, on est très attentif, mais on essaie de limiter les risques avec des verticales qu'on essaie de maintenir à flot de façon un tout petit peu diversifiée en termes d'organisation, mais en même temps, pour cette année 2020. Voilà. Oui, merci Olivier Pagès. Donc maintenant, nous passons la parole à Eric Cariou de Winlock. Oui, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Alors peut-être pour situer la société, on est dans le B2B. Nos clients sont des clients industriels et logistiques aujourd'hui. Notre solution permet à nos clients de digitaliser des flux avec des étiquettes qui vont être apposées sur des assets, des outillages, des pièces détachées, des produits dans les flux de production ou pour faire des inventaires sur des zones de stockage primaire ou secondaire. On est très multisecteur. Aujourd'hui, on est dans différents secteurs et ces différents secteurs sont impactés de manière très différente. Donc, les secteurs typiquement aéro et auto sont quasi à l'arrêt sur la période de mi-mars à mi-avril. En tout cas, pour ceux qui n'étaient pas déjà signés, on va dire, c'est plutôt soit du stand-by, soit de l'abandon parce qu'ils sont vraiment dans une situation où ils ne savent pas du tout ce qui va être décidé au niveau de leur direction générale. Bon, ça représente à peu près 15% de notre activité. Le reste de l'activité, d'autres secteurs par contre sont plutôt en croissance, le secteur santé, sanitaire, électroménager, défense et agro, pour différentes raisons. Mais par exemple, le secteur sanitaire, il y a une accélération de certains projets qui visent notamment la traçabilité des bêtes dans les élevages et le monitoring de leur température, par exemple, couplé à leur géolocalisation. Donc, notre développement nous s'est fait à l'international assez tôt, avec des activités aujourd'hui dans 7 pays, avec des développements de pilotes d'abord, puis de déploiements industriels. Donc, les déploiements industriels, on en a aujourd'hui en Angleterre, en Allemagne, en France, et des pilotes plutôt conséquents aux États-Unis auprès de clients type Prologis, dans le monde de la logistique,
ou John Deere dans le monde de l'agriculture. On a créé une filiale aux États-Unis en juillet dernier. Et là, durant justement cette période, on est en train de créer une filiale en Chine avec un partenaire local à Hangzhou. Et on a fait des premiers projets là-bas avec Michelin d'abord pour commencer, et puis là avec des acteurs locaux qui sont des investisseurs de l'industrie 4.0 et qui du coup sont particulièrement spécialisés, focalisés sur ces sujets-là. Donc ce qu'on voit au niveau géographique, c'est une très claire différenciation, décorrélation entre pays, notamment en Europe, mais pas que. En Asie, c'est la même chose. On voit des pays comme la Corée du Sud, par exemple, qui ont une croissance de leur PIB sur le premier et second trimestre. Ils devraient avoir sur le second trimestre aussi. Ils annoncent d'ailleurs de très bons résultats sur la plupart de leurs compagnies nationales. Donc très très peu d'impact éco sur la Corée du Sud. Même chose sur Taïwan, qui est très exposé à des secteurs du semi-conducteur et des activités de développement d'équipements électroniques. Donc, ils ont été pas mal boostés par tout ce qui était téléconférence, visio, caméra, etc. Ces derniers mois. La Chine est impactée, clairement. C'est plus le marché de la conso qui est impacté que le marché... les entreprises reprennent, mais ils sont aussi pas mal impactés parce qu'ils ont pas mal de fournisseurs et de clients en Europe et aux États-Unis. Donc, nous, ce qu'on voit maintenant depuis 2 semaines, c'est un fort redémarrage globalement sur l'Asie. L'Europe est encore dans sa phase de préparation de sa sortie du Covid. On a, depuis le début, nous plutôt fait un focus sur le nord de l'Europe. Donc, je m'abstiendrai de commenter sur l'Espagne. On a un client en Espagne. Pour le moment, ça se passe très bien. Ça a légèrement ralenti le projet, mais on était sur une phase de déploiement. Donc, c'était difficile d'intervenir sur les sites et puis d'avoir les collaborateurs du client sur le site. Donc, pour le moment, ça, c'est un stand-by, mais le projet n'est pas arrêté et on continue. Mais bon, ce n'est pas représentatif forcément de la situation du marché espagnol que je ne me permettrai pas de commenter. Pour l'Allemagne et l'Angleterre, enfin, le choix du développement sur ces zones-là se fait d'une manière, on gère ça de la région toulousaine au départ, on intervient sur pas mal de conférences, on se renseigne auprès de dirigeants qui se sont implantés sur ces zones géographiques-là. On signe des premiers contrats avec des clients sur des phases pilotes et à partir de là, on identifie des partenaires qui peuvent d'ailleurs nous être pointés par certains de nos propres clients. Et on structure, alors soit avec des agents, soit avec du VIE qu'on est en train de regarder actuellement sur la partie commerciale. Et pour la partie déploiement, on a des partenaires qu'on forme sur des périodes de 2-3 jours. C'est le cas en France, c'est le cas maintenant en Angleterre et ça va être le cas prochainement en Allemagne pour opérer, installer et maintenir les sites après chez le client et gérer tous les contrats de maintenance avec les SLA associés. Ça peut être aussi via des intégrateurs, mais plutôt des intégrateurs du monde de la traçabilité, des IER, des ETS, les acteurs qui sont les leaders européens du monde de la traçabilité, dans le monde du RFID notamment, et qui équipent de gros sites dans le monde aéroportuaire ou dans d'autres secteurs. Donc, pour ce qui est des États-Unis, aujourd'hui, le développement continue à se faire correctement, mais là, depuis une semaine ou deux, maintenant, on sent un ralentissement. Donc, je pense que c'est un effet, l'effet de vague progressif qu'on a vu sur la propagation du coronavirus. Globalement, on sent quand même une remontée de l'activité dans certains secteurs, mais c'est clair que certains secteurs comme l'aéronautique ou l'automobile, on pense que ça va prendre du temps. D'ailleurs, on est aussi impliqué au niveau de l'Aerospace Valley. Enfin, il y a pas mal d'inquiétudes aujourd'hui sur le secteur aéronautique et notamment sur Toulouse. Donc, c'est très difficile de savoir réellement aujourd'hui dire ce que ça va entraîner. Il y aura probablement une consolidation de certains acteurs du marché, donc pas mal de décisions qui, à mon avis, vont être mises en stand-by sur le secteur aéro, au mieux, et au pire, des abandons de projets. Mais ce qu'on voit globalement, quand même, sur l'impact du Covid, c'est une accélération de pas mal de projets de digitalisation qui étaient dans les cartons, mais qui n'étaient pas forcément érigés au niveau des COMEX ou au niveau des directions générales comme des priorités, et qui le deviennent. Notamment, ça, c'est très, très clair en Asie, et ça commence à l'être sur l'Europe, en tout cas, sur certains secteurs. Voilà pour mes commentaires et mon retour d'expérience. Merci à vous. Merci Eric Herriot.
Merci Eric. Merci pour ces retours de ce que vous vivez en ce moment à l'international. Je vais peut-être faire je vais faire un petit sondage pour la salle, très rapide pour savoir à peu près dans quel pays vous êtes. Intervenant, je vous laisse aussi bien sûr y répondre. Alors, ça doit s'afficher à votre écran. Après, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes en téléphone. Donc, on va manquer de réponses. Je vais laisser quelques secondes pour y répondre. Bon, on voit que c'est plutôt, on va dire, équilibré. Au final, il y a à peu près tous les pays bien représentés aujourd'hui, avec quand même un peu plus de personnes sur l'Allemagne. Du coup, je vais, vu que c'est l'Allemagne qui est plus présent, je vais donner la parole à, alors attendez, tac, je ne dis pas de bêtises, donc à Martin Gramling de Business France. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, Martin Gramling, basé à Düsseldorf, avec une équipe de 6 personnes. On est actifs sur toute l'Allemagne, on est tous germanophones. Donc, ce que je voulais commencer par faire, c'était de rebondir sur les commentaires qui ont été faits par Franck Marie et le représentant de Winlock. C'était vraiment intéressant et c'est des messages que je voulais aussi partager avec vous et qui corroborent ces messages. Alors, Franck Marie parlait notamment du fait que les interlocuteurs, les prospects avec lesquels il était actuellement en contact étaient intéressés par l'aspect réduction des coûts, qui avait un focus sur cet aspect-là. C'est vrai qu'en Allemagne, je vous confirme que c'est vraiment un discours qu'on nous a répété à plusieurs reprises, que ce soit des plus petites structures ou des grandes structures. La prospection peut toujours se faire, la prise de contact peut toujours se faire, avec bien sûr des variations en fonction du secteur d'activité. Ça a aussi été indiqué par les intervenants et de la taille de l'entreprise. Mais au lieu de dire « je viens vous apporter telle valeur ajoutée », le discours « je vais vous aider à économiser sur vos coûts » ou alors, et là je fais la transition avec la personne de Winlock, je vais vous aider à digitaliser vos flux ou à améliorer vos flux, c'est vraiment un discours qui trouve preneur en ce moment en Allemagne plus que d'habitude. Et par rapport à la digitalisation des process, c'est vrai que l'Allemagne, n'est pas très connue pour être un pays d'early adopters, et deux, vous l'avez peut-être vu dans plusieurs études, notamment il y a une étude qui a été faite par la Commission européenne sur la digitalisation des sociétés, l'opinion publique, les relations entre opinion publique, administration et digitalisation des process. C'est vrai que l'Allemagne est vraiment dans le ventre mou à l'échelle de l'Union européenne et a du retard à rattraper. Ceci étant dit, vu qu'on parlait d'aéronautique, ça ce sera aussi une remarque générale. Je lisais à l'instant que les exploitants de l'aéroport de Berlin-Tegel, du fait de la baisse drastique du nombre de passagers, étaient en train de réfléchir à une fermeture temporaire de l'aéroport de Tegel. Mais c'est vrai que dans l'aéronautique, dans le transport de passagers, en tout cas, vous l'avez sans doute vu, Lufthansa a des prévisions assez pessimistes sur l'avenir de la filière, en tout cas pour les prochains mois. Et c'est vrai qu'à l'instar d'autres pays, la filière aéronautique est bien représentée en Allemagne. C'est vrai qu'ils se font des soucis, donc très clairement, c'est un secteur à surveiller, en tout cas pour le transport de passagers pour le moment. Et également, une chose que je voyais à l'instant et dont je voulais vous parler, pour reprendre le lien de la digitalisation, c'est vrai que l'Allemagne et le reste de la zone rhénane, ce n'est pas forcément des zones qui sont connues pour qui sont plutôt connues justement pour leur intérêt et leur goût pour payer en cash. Et là, je lisais sur le site du Handelsblatt, qui est un des principaux sites d'information économique en Allemagne. Je voyais que il y avait un grand titre sur le changement de comportement des personnes dans leurs achats et qu'on remarquait une utilisation, une utilisation beaucoup plus fréquente du paiement sans contact et des applications comme Google Pay, Apple Pay. Et c'est vrai que quand vous vous promenez dans les magasins
en Allemagne en ce moment, c'est vrai que vous voyez que les magasins vous recommandent de payer avant tout avec un moyen de paiement sans contact pour des mesures d'hygiène. En termes de tendance, ça, c'est est-ce que coronavirus Covid-19 va venir modifier à terme les habitudes de comportement des Allemands quand il s'agit de payer. Donc, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Je vous parlais de magasins, donc je vous confirme bien que les magasins de moins de 800 mètres carrés ont rouvert depuis la semaine dernière. Donc, ça peut concerner aussi des enseignes qui ne sont plus uniquement dans l'alimentaire. Par contre, les restaurants restent fermés. Ils fonctionnent par livraison à domicile ou par un retrait de la commande au restaurant. Ça fonctionne. Mais par contre, pour en revenir au magasin de moins de 800 mètres carrés, les règles d'entrée dans le magasin sont vraiment très strictes. Port du masque obligatoire, même maintenant dans les supermarchés. Ça, je m'en suis rendu compte cette semaine. La différence a vraiment été marquante dès cette semaine dans les supermarchés. C'est port du masque obligatoire et dans certains cas, on vous désinfecte les mains avant de rentrer dans le magasin. Pour ensuite venir à l'écosystème startup, au pool des entreprises du digital en Allemagne, comme d'autres pays européens, il y a des inquiétudes sur l'impact de Covid-19 sur l'existence même des entreprises. L'équivalent de French Tech Central en Allemagne s'appelle le Deutscher Startup Verband, a montré qu'il y avait 70% des startups qui avaient été interrogées qui craignaient pour leur existence. Donc, c'est quand même un chiffre à ne pas négliger. Mais dans le même temps, l'Allemagne fait partie des pays où la scène startup, il y a eu à l'instar de la France, il y a eu une détermination forte du gouvernement central et des régions pour venir en aide aux startups. Il y a par exemple au niveau fédéral le ministre allemand des Finances, M. Scholz, qui a annoncé un plan d'aide rien que pour la filière startup à hauteur de 2 milliards d'euros. Après, la filière startup ne s'arrête pas. Il y a toujours des levées de fonds qui sont en cours. Il y a notamment un cabinet de VC qui s'appelle Tomahawk, qui est installé en Suisse, qui a annoncé mettre à disposition de différentes entreprises du digital, notamment des entreprises qui peuvent montrer qu'elles peuvent fonctionner en mode 100% remote, que ce fonds Tomahawk met à disposition 19 millions d'euros pour des entreprises en cours d'accélération à early stage qui proposeraient par exemple des solutions innovantes dans la blockchain, les logiciels SaaS, et encore une fois, qui insistent bien sur leur caractère décentralisé. Ce que je peux également vous dire, on parlait des filières et des dates de reprise. Ce qu'on remarque dans notre action au quotidien de prospection, on a toujours des retours d'entreprises. Encore une fois, c'est vraiment du cas par cas, mais on a pu mener par exemple une prospection pour une entreprise qui fait du time-lapse, qui a plus été en contact avec des distributeurs ou des partenaires potentiels, et on a eu des retours. On a eu des rendez-vous téléphoniques entre acteurs allemands et cet acteur français. La morale positive de l'histoire aussi, c'est qu'en termes de prospection, la situation ne change pas grand-chose dans la mesure où les Allemands, même de façon générale, ce n'est pas un type de peuple qui va forcément dès le début vous accueillir chez eux pour un rendez-vous en personne. Ils aiment bien étudier les informations que vous allez leur transmettre. Passer par un premier coup de fil pour bien savoir où ils mettent les pieds, bien savoir en quoi consistent vos produits, poser leurs questions. Donc en termes d'habitude de prospection, d'un point de vue individuel, ça ne change pas par rapport à d'habitude, vous pouvez toujours converser avec eux. Ça a été évoqué plus tôt dans la conversation, il y a des secteurs par contre que je vous déconseille d'approcher pour le moment, c'est plus l'automobile. La chaîne de production commence doucement mais sûrement à revenir, mais ce n'est pas forcément le moment de solliciter des acteurs à ce niveau-là. Et également la santé, surtout les grosses entreprises de santé qui, au-delà des applications, des coopérations en termes d'applications pour suivre le Covid, la progression du Covid, sont vraiment sur le pont pour développer des vaccins, pour fabriquer des masques, pour fabriquer des respirateurs. Donc, c'est une filière qui est très sollicitée en ce moment. Je vous parlais de prospection individuelle. Vous l'avez peut-être entendu, mais il y a énormément de salons qui sont annulés jusqu'à maintenant, la fin du mois d'octobre. Vous avez par exemple la ville de Berlin qui interdit tous les rassemblements jusqu'à fin octobre en matière de salons. Donc très clairement, l'Allemagne va devoir se remettre en question sur la taille de ces salons. Je vous le disais également, en termes de prospection, la prospection individuelle reste possible, encore une fois, en fonction des personnes que vous cherchez à approcher et du secteur d'activité.
Nous, c'est vraiment la logique d'accompagnement individuel sur laquelle Business France Allemagne va se concentrer maintenant. Des formats plus restreints qui peuvent passer par du digital, par de la mise en relation à distance. Isabelle vous en parlera très certainement, ma collègue du Royaume-Uni, mais tout comme le Royaume-Uni, on a notre programme Impact Allemagne qui vise à accompagner dans la durée des entreprises sur une période de 9 mois qui est maintenue, qu'on va mettre en place. Et je terminerai mon intervention avec ces 3 messages clés en vous disant que voilà, le pays commence doucement mais sûrement à s'ouvrir. Le message clé à faire passer à vos prospects en Allemagne, c'est comment est-ce que je peux vous aider à économiser des coûts, à gagner en efficacité. Et ça a été dit également, c'est vraiment un bon timing pour aider les Allemands à se digitaliser davantage parce que l'Allemagne est jusqu'à présent dans le ventre mou européen en termes de digitalisation de ses process. Et merci de votre attention. Merci Martin. On a juste une question qui est est-ce que les entreprises ayant des filiales en Allemagne auraient accès à des soutiens ou dispositifs spécifiques mis en place par les pouvoirs centrales ou fédérales? Ça, c'est une très bonne question. Merci pour la question. Alors oui, il y a une différence par contre qui peut se faire en fonction du nombre de salariés. De ce que je sache, c'est plus ou moins 10 personnes. Mais par contre, on est en contact avec des entreprises qui ont une filiale en Allemagne, des entreprises françaises qui ont des filiales en Allemagne, qui ont pu par exemple bénéficier des mesures de mise en place du chômage partiel et qui ont pu bénéficier du fait de leur taille et de l'implantation en Allemagne grâce à leur relation avec les ministères locaux, les ministères régionaux, peuvent bénéficier d'aides de soutien. Donc oui, les entreprises françaises qui ont une filiale physique en Allemagne peuvent bénéficier de ces différents dispositifs. Très bien, merci beaucoup. Nous allons ensuite donner la parole donc, à Javier pour l'Espagne. Bonjour à tous. Déception, je pensais que l'Espagne allait être en premier, hein. On est à Toulouse quand même. Eh bien, vous êtes deuxième. Donc, petite déception. Alors, blague à part, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour vous présenter un peu l'Espagne. L'Espagne souffre et va souffrir, on n'a aucun doute. Néanmoins, on a la chance d'être dans la partie tech. Et du coup, on voit beaucoup de boîtes françaises qui viennent, qui continuent de se développer sur le marché espagnol, que ce soit sur de la communication, que ce soit sur des études de marché, ou voire même des rendez-vous B2B. On est d'ailleurs en train d'accompagner les boîtes pour des rendez-vous B2B en virtuel, bien évidemment, pas de physique. Mais il y a une boîte dans la cybersécurité, thématique très importante en ce moment, puisqu'il y a beaucoup d'attaques, que ce soit au Portugal contre la société d'utilities EDP, l'équivalent EDF, ou contre les hôpitaux espagnols. Donc là, on a une boîte de cybersécurité qu'on est en train d'accompagner, qui a eu un rendez-vous avec un opérateur de télécommunications. Est-ce que c'est possible de parler un peu plus proche du micro, je pense, parce qu'il y a des moments où j'ai un peu plus de mal à vous entendre. Pardon. C'est bon? Oui, ça a l'air d'être mieux, ouais. Merci. Du coup, il y a une grosse appétence encore pour les technologies, comme d'habitude. Des secteurs dans le e-commerce aussi qui cartonnent, des secteurs comme les télécommunications. On a beaucoup besoin d'infrastructures réseau. On a une augmentation de 40% du réseau Internet, de 50% du réseau mobile. Du coup, voilà, tout ce qui est opérateur de télécommunications ont un besoin. Il y a 18 000 personnes sur le terrain en Espagne, par exemple, qui sont tous les jours en train de regarder les tours de télécommunications, la fibre optique, etc. Voilà. C'est clair qu'il y a d'autres secteurs qui sont moins tendance en ce moment. L'aéronautique, non, c'est clair. On a Airbus aussi qui est présent beaucoup en Espagne, à Madrid et à Séville. C'est les deux hubs pour l'aviation en Espagne. Airbus militaire et Airbus civil, on va dire. Tout ce qui est train aussi, ils sont un peu tout ce qui est infrastructure réseau de train et tout ce qui est aussi équipementier automobile, ça ne va pas très fort, c'est clair. Tout ce qui est restauration, tout ce qui est retail physique ou tourisme, hôtellerie, ça ne va pas fort. Et les prévisions, pour le moment, sont loin. Donc ces secteurs-là, effectivement, il y aura du mal.
Après, il y a une différence entre quelles sont vos cibles. Si vous allez attaquer des petites cibles ou des grandes cibles, les grandes cibles sont toujours présentes, même si elles ont fait des chômages, elles ont mis le chômage partiel à certaines parties de leur effectif, comme Airbus en Espagne, ils sont au chômage partiel. Néanmoins, on peut les contacter toujours. On peut les contacter. Du coup, nous, on contacte les grandes structures. C'est assez. On va dire que c'est assez facile parce qu'elles ont toutes été digitalisées depuis de nombreuses années. Par contre, les petites structures, c'est là, si vos cibles sont les petites, c'est un peu plus compliqué. Là, moi, par exemple, je suis en train d'attaquer tout ce qui est club de foot pour un système de vidéo streaming en live pour voir un peu comment les joueurs s'entraînent chez eux, pour des conférences, etc. C'est un peu complexe avec les clubs de foot. Donc voilà, il y a un peu de tout. Il y a des secteurs qui vont s'en sortir très très bien, il y a des secteurs qui ne sont même pas touchés. Il y en a d'autres qui vont un peu moins bien. Pour tout ce qui est déconfinement, le déconfinement en Espagne est prévu pour le 10 mai. Au Portugal, c'est le 2 mai. Ça va être par secteur et par région. Ça n'est pas quelque chose d'uniformisé. Voilà, nous, on peut continuer à vous accompagner sur ces marchés, que ce soit soit des rendez-vous B2B en ligne, soit de la communication, des études de marché, ou sinon sur des événements. On organise pas mal d'événements au deuxième semestre, que ce soit l'IoT. On avait accompagné il y a quelques années une belle boîte de la région de Toulouse, Matouma. Voilà. Il y a un gros salon qui s'appelle l'IoT World Congress. Il y a le Smart City World Congress aussi. Il y a le Mobile World Congress, le Web Summit. Donc voilà, je vous invite, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas maintenant ou un peu plus tard pour que je puisse y répondre de manière bien précise. Merci beaucoup. En effet, n'hésitez pas, si vous avez des questions à la salle, que ce soit à l'écrit ou prenez la parole directement. Nous allons donc maintenant aborder le Royaume-Uni avec Isabelle Thibérin. Merci, rebonjour à tous. Donc, je suis évidemment basée au Royaume-Uni et je couvre également l'Irlande. Je vais vous parler plus précisément du Royaume-Uni aujourd'hui. Comme vous le savez certainement, le Royaume-Uni n'a pas encore annoncé quelle serait la date pour justement déconfiner les populations. Donc pour l'instant, il est difficile de prévoir et de prédire vraiment quel va être le moment de la reprise. Néanmoins, le gouvernement a annoncé de nombreuses mesures pour soutenir à la fois les petites entreprises, les startups et aussi les grandes entreprises avec pas mal de mesures avec l'appui du secteur privé. Donc notamment, tous les investisseurs privés seront invités à investir dans les startups pour pouvoir les soutenir à passer la crise. Donc on voit qu'il y a vraiment aujourd'hui une plus forte collaboration entre le secteur public et le secteur privé, autant sur les mesures que sur la mise en place de projets technologiques. On voit que depuis le confinement, il y a encore de nombreuses levées de fonds, pas autant que pré-Covid, mais il y a quand même 600 millions qui ont été levés par les startups depuis le confinement. Il y a quand même un important intérêt pour le secteur des technologies au Royaume-Uni. De nombreuses startups ont d'ailleurs réussi à se mettre en avant et à tirer leur épingle du jeu en offrant à la communauté de nombreux services ou en montant de nombreuses initiatives comme des plateformes pour mettre en avant tous les petits commerces de façon à leur proposer d'acheter, de vendre sur une plateforme commune des bons de fidélisation ou encore la communauté FinTech qui est encore une fois au devant de la scène sur ce marché qui ont mis en place des plateformes qui permettent
de connaître l'impact économique que pourrait avoir le Covid sur les employés indépendants ou identifier vraiment tous les besoins en termes de finances, ce qui fait qu'ils ont pu avoir une certaine visibilité dans la presse et pouvoir se trouver des nouveaux clients. Donc, il y a vraiment toute cette effervescence de la communauté qui s'organise et qui permet de pouvoir collaborer plus rapidement sur des solutions digitales et qui certainement auront un impact sur le long terme. Au niveau des des grands groupes, donc de nombreux grands groupes ont réussi à pouvoir s'organiser assez rapidement en télétravail, dans la mesure où le télétravail est quand même une pratique assez commune au Royaume-Uni. Ce qui fait que sur tout ce qui est activité, même technologie, innovation, les gens continuent à travailler de leur domicile sans trop d'interruptions. Même si certaines sociétés, évidemment, ont mis en chômage partiel certaines personnes, mais l'activité continue. Vous l'avez donc bien souligné, Olivier et Eric, l'impact va être très différent en fonction du secteur d'activité, en fonction aussi de la solution qui est proposée, évidemment. Donc tout ce qui est solutions qui permettent d'optimiser les coûts, mais aussi d'avoir une meilleure traçabilité, connectivité, prédiction, vont quand même être au centre des préoccupations des entreprises. On a notamment échangé récemment avec le ministère de la Défense qui mettait bien en avant tous les besoins de solutions en intelligence artificielle pour pouvoir vraiment réagir par rapport à la situation actuelle. Donc, selon en fait les solutions et les acteurs que vous allez aborder, il va y avoir des intérêts différents. On voit aussi émerger dans certains domaines de nouveaux acteurs, notamment dans le domaine du retail. Il y avait des acteurs qui étaient plutôt des grossistes ou des distributeurs qui désormais distribuent auprès de particuliers. Donc, est-ce que ces acteurs-là vont continuer à opérer auprès des particuliers et vendre en ligne? C'est possible. Et ils vont devoir vraiment s'équiper de plus en plus de solutions technologiques pour pouvoir répondre aux besoins logistiques et d'expérience client. Donc, on sait que le paysage va vraiment évoluer dans de nombreux domaines. Et l'important vraiment, c'est que chaque société doive vraiment pivoter, évoluer, observer vraiment quelles sont les opportunités. C'est un moment où si vous devez aborder des acteurs de petite taille, comme on a une société qui souhaitait aborder plutôt des logiciels de petite taille, ça va être plus compliqué. Néanmoins, si vous souhaitez aborder des grands groupes qui ont des problématiques dans la technologie, dans la logistique, c'est finalement le bon moment pour le faire. Il faut certes le faire avec empathie et subtilité. On ne va pas simplement envoyer un email de but en blanc sans prendre en considération la situation. Il faut contextualiser. C'est très important. Néanmoins, certains décisionnaires restent plus disponibles parce que c'est des personnes qui pouvaient voyager énormément et qui n'avaient pas vraiment le temps de répondre à leurs emails. Aujourd'hui, ils sont cloîtrés chez eux. Ils vont pouvoir passer peut-être plus de temps sur leur poste de travail que lorsqu'ils devaient rentrer chez eux en transport en commun. Donc, dans certains domaines, finalement, il y a de nombreuses opportunités qui se présentent. Il faut en fait aujourd'hui vraiment observer le marché, l'analyser
et se préparer. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les startups qui ont un peu tiré leur épingle du jeu, c'est des startups qui ont su soigner leur communication. Donc, il faut profiter de cette période pour identifier quelles vont être chaque opportunité sur le marché et avoir une communication qui soit adaptée à ces cibles-là avec les bons outils de façon à avoir un impact plus fort. Du côté de notre activité chez Business France, on continue évidemment à aider les entreprises à se développer. On est fortement mobilisé par notre programme d'accélération Impact, pour lequel nous avons une société de la région Occitanie qui participe. J'ai vu que Marc s'était connecté, je ne sais pas s'il est toujours là. Mais voilà, on continue à aider les entreprises de façon digitalisée. Et c'est quelque chose qui est aussi bien ancré dans les mœurs et qui ne pose pas de problème au niveau de nos intervenants, parce que voilà, je discutais avec nos mentors. Pour la plupart, ils travaillent déjà à 80% de chez eux. Donc pour eux, l'activité continue de façon presque normale, si je peux dire. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. On a deux Merci. questions pour vous avant d'aborder les aides de la région Occitanie. Alors, il y a Olivier Pagès qui indique que Boris Johnson a évoqué la création de ports francs en Angleterre. Est-ce qu'il va falloir passer par Singapour ou Wellington pour exporter en UK? Pour l'instant, il n'y a pas on n'a pas énormément d'informations à ce sujet. Ça va être, il y a de nombreuses mesures qui vont être mises en place suite par rapport au Covid, mais aussi évidemment on oublie presque, mais il va y avoir il y a le Brexit en toile de fond, donc il y a deux différents challenges qui sont confrontés par le Royaume-Uni. Donc il faut quand même garder en tête que le Royaume-Uni est peuplé de personnes qui sont très business friendly, qui ont vraiment ces éléments à cœur et qui vont toujours trouver une solution pour que le business puisse se faire sans trop d'interruptions. Il y a de nombreuses entreprises qui ont leur siège social au Royaume-Uni, donc ils savent très bien qu'il y a tout intérêt à faciliter tout ce qui est connexion business et logistique. D'accord, merci. On a aussi la question de Eric qui indique être en échange avec des fonds d'investissement partenaires et qui indique que en ce moment en Europe et en Angleterre, le capital risque sur les séries A ont considérablement réduit et que ce sera probablement le cas sur les 12 prochains mois. Que les fonds se focalisent surtout sur les participations existantes ou sur plutôt des séries B, séries C ou D, donc sur la phase vraiment de développement très avancée. Et est-ce que ça expliquerait du coup les 600 millions que vous évoquiez, Isabelle? Alors, il y a évidemment le nombre de levées qui a baissé, les montants qui a augmenté de 40%. Évidemment, ces levées sont redistribuées sur des levées qui peuvent être en phase avec la situation actuelle. Donc, il y a des levées notamment sur des technologies qui permettent de répondre à la crise. Mais évidemment aussi des fonds qui permettent d'aider des entreprises qui ont déjà levé. Donc il y a en fait un dynamisme de la part des investisseurs au UK pour maintenir en fait l'écosystème tech sur le territoire, qui soit en fait dédié à des sociétés qui permettent de répondre au Covid ou que ce soit pour maintenir à flot toute la communauté. Il y a encore cette volonté d'investir dans les techs
ce qui montre que c'est vraiment un secteur qui a encore sa place, qui est au cœur des préoccupations du Royaume-Uni. C'est noté, merci pour cet éclairage. Je vais donner la parole à Anne, du coup, de Haddock. Merci. Alors, on va essayer de faire rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps sur le timing. Juste évoquer 3 axes. Premièrement, l'axe des mesures d'urgence qui sont déjà opérationnelles, sur lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais particulièrement vous donner et vous rappeler le numéro vert, le 0800 31 31 01. Derrière lesquels vous avez toutes les équipes ad hoc qui peuvent vous guider, vous accompagner alors jusqu'à lundi prochain, puisqu'après on passe la main au CCI, sur tout ce qui va concerner les fonds d'urgence qui ont été mis en place. Et quand je dis les fonds d'urgence, c'est à 360 sur lesquels on essaie de vous accompagner, de vous guider, de vous flécher. Je parlerai en particulier des passes rebonds. J'en parle parce qu'au-delà du fait qu'ils peuvent concerner les acteurs de la filière numérique, ils sont surtout là aussi pour financer des entreprises dans tous les verticaux que vous avez sur leur projet de digitalisation au niveau de leur transition numérique. Donc, il y a eu des ajustements sur les passes Occitanie qu'on connaissait pour justement avoir des mesures plus souples, des plafonds plus importants pour justement permettre à un certain nombre d'entreprises de passer ce cap. Vous dire rapidement que sur les mesures d'urgence aussi, tout ce qui est différé en termes d'avance remboursable, bien évidemment, a été acté. Et puis, concernant plus particulièrement les passes et les contrats export, donc ce qui nous concerne là sur ce matin, vous dire que depuis le mois d'avril, tous les dossiers en passe et contrats export, au-delà du fait qu'ils sont normalement tous traités, que tous les paiements sont faits justement pour essayer de soutenir au maximum et dans les meilleurs délais vos avances de trésor. Il y a eu également une décision à la commission permanente du mois d'avril où les avances pour les contrats export sont passées de 10 à 30%, donc ce qui vous permet d'avoir des avances disponibles pour poursuivre vos efforts export ou d'entretien de contact sont là. Toute la partie dématérialisation également des factures, c'est-à-dire on ne vous demande plus les justifs et la totalité des factures en justification. Il faut que vous fassiez un tableau récapitulatif, bien sûr tenir à disposition vos factures. Et vous dire que tout ça est également valable au niveau des délais, c'est-à-dire tout ce que vous aviez en termes de contrat ou de passe avec la région, il y a une prolongation des délais de manière naturelle qui va se faire, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Deuxième point, par rapport à la gestion et au suivi des actions en cours, donc tous ceux qui étaient sur des actions, et c'est valable pour toute la Team France Export Occitanie, ça, les équipes Business France et autres comprises, toutes les actions sur lesquelles des entreprises étaient positionnées, que ce soit avec Haddock ou avec un membre de la Team France Export, se sont vus rembourser. Et c'est soit la région, soit Business France qui assume les impacts de trésorerie. Je dis soit parce qu'il y a des opérations qu'on ne fait pas forcément, on se répartit aussi la tâche là-dessus. Et vous dire que bien évidemment, on est très attentif, et notamment à ce que disait l'Allemagne par rapport à la reprise des événements qui est conditionnée à des dates tout aussi incertaines, parce que les choses peuvent bouger, et nous on le voit bien depuis le début. Il y a des salons qui ont été reportés et puis re-reportés et puis finalement annulés. Donc on suit ça de très près pour pouvoir assurer un présentiel, que ce soit avec les entreprises ou pour représenter l'Occitanie ou plus largement la France aux côtés des équipes de la Team France Export. On suit de très près
pour pouvoir vous accompagner sur ces grands rendez-vous et grands événements dès qu'ils auront lieu ou dans leur format plus digitalisé, si tant est que les projets qui sont en train de se dessiner se mettent réellement en place pour un certain nombre d'actions ou d'événements digitalisés. Mais là, je laisserai après Aziza vous parler de l'axe digitalisation de certains outils de prospection qui existent déjà. Et puis, le dernier point, pour faire vite, après on est à votre disposition pour approfondir, c'est toute la partie qui est en cours pour le soutien au retour au marché. Donc on n'est pas tout seul, hein. Digital 113 est autour de la table dans ces groupes de travaux. Nous, on interviendra plus particulièrement sur la partie retour au marché et puis en appui avec la Team France Export sur la partie retour au marché export. Il y a un certain nombre de réflexions qui sont en cours, tant sur les leviers financiers. J'ai parlé des passes et contrats export. Normalement, à la CP du mois de mai, il va y avoir encore des modifications. Alors, il y en a une que je peux dévoiler, qui n'est pas trop un secret, c'est que le principe nouveau produit, nouveau marché, qui était un peu un principe obligatoire pour prétendre à ces contrats ou passes, il va être levé. Et puis, on est en train de revoir avec le service export de la région, qui est piloté par Sophie Doumen, un certain nombre de bonifications des taux, que ce soit les taux d'intervention, que ce soit les plafonds. Voilà, il y a toute une réflexion qui est conduite là-dedans. Et qui sera opérationnel, on l'espère, pour fin mai, voter à la commission permanente. Et puis, tout un tas de pistes de travail qui seront travaillées avec vos partenaires, Digital 113 au premier chef, mais également tous les verticaux que vous avez cités, parce que ces groupes de travaux sur les plans de relance et notamment la relance retour au marché, on la travaille aussi dans l'environnement, dans la santé, dans la cosmétique. Voilà, il y a beaucoup de secteurs qui vous concernent au premier chef et sur lequel ce sera bien sûr intrinsèquement lié. Et bien évidemment, parmi les pistes, il y a une action massive à mettre en place, notamment pour la partie tech, sur tous les événements qui, si tant est qu'ils aient lieu dans les conditions qu'on espère au second semestre, tous les événements qui sont prévus en Occitanie, d'en renforcer la dimension internationale et d'en renforcer bien évidemment la dimension tech. Tout ce qui va être les événements, voilà, comme la transfo digitale qui est pilotée chez Adoc et les partenaires, voilà, tout ça pour nous permettre et vous permettre de relancer, peut-être de repenser ce qu'on a l'habitude de faire chez Adoc et l'export à domicile. Voilà, donc dans la mesure du possible, et je vais laisser la parole à Aziza pour qu'elle vous balaye un petit peu plus là, les outils digitaux qui existent déjà, mais en tout cas, voilà, qui seront consolidés sur un plan de relance sur lequel nous travaillons avec tous les partenaires et qui devrait être prêt pour fin juin avec les mesures d'urgence qui évoluent quand même d'ici là pour les entreprises. Je fais court, hein, je vous laisse. Oui, merci beaucoup Anne, merci d'avoir été concise. C'est vrai qu'on est un peu short en timing aujourd'hui. Du coup, Aziza, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Simplement, vous indiquer deux éléments, comme le disait Anne, que la Team France Export a développé ces dernières semaines et pour vraiment vous apporter un soutien dans l'information. Donc, dans un premier temps, une information live marché pour suivre en temps réel l'impact économique de la crise dans 60 pays où sont présents nos bureaux à l'étranger et également un suivi en temps réel de l'accessibilité des marchés. Tout ça autour d'un certain nombre d'indicateurs comme le niveau de confinement, l'ouverture des frontières avec la France, l'état des lieux de la logistique. Donc, une carte en live, comme je vous le disais, qui est actualisée quotidiennement. Pour ça, je vais par la suite, je peux vous envoyer tout à fait l'adresse, mais c'est sur la plateforme de la Team France Export. Et bientôt, dans la quinzaine de jours qui va suivre, est prévue une déclinaison par secteur d'activité pour chaque pays. Donc, avec une carte en live, donc en cliquant sur le pays, vous allez pouvoir voir dans votre secteur d'activité quelle est la dernière information économique disponible. Le deuxième élément dont je voudrais vous faire part, c'est donc les webinaires sectoriels. Il y a toute une programmation de webinaires sectoriels au nombre de 170 depuis la semaine dernière et qui seront valables jusqu'à à peu près fin juin.
qui donc sont à votre disposition. Donc l'accès est totalement gratuit, bien sûr. Par secteur également d'activité, donc également disponible sur la Team France Export. Pour ça, donc on parle avant tout d'une programmation au niveau national, mais comme aujourd'hui c'est le cas, on fait des interventions plus régionalisées, comme avec Digital 113 aujourd'hui. Mais pour ce qui est des webinaires sectoriels, c'est donc la Team France Export dans son ensemble qui est organisée et qui les met en place aujourd'hui à disposition des entreprises. Donc, vous avez juste à vous inscrire et bien évidemment, le replay est disponible. Donc ça, c'était vraiment pour ces deux informations que je voulais vous faire parvenir. Bien évidemment, hein, c'est valable pour tout le monde. Christophe Palous, qui est donc connecté avec moi, mon pendant en Occitanie, cette information vient de nous deux, enfin de nous deux, entre autres, avec tous nos collaborateurs des bureaux à l'étranger. Voilà pour cette information. Et je rajouterai, pour terminer, comme l'a déjà dit Isabelle, Martin et Javier, bien évidemment, on est tous à votre disposition pour que vous puissiez anticiper la crise au mieux. Organiser des rendez-vous B2B et pour rencontrer virtuellement dès à présent des prospects que vous auriez besoin d'approcher, que vous ne parvenez pas nécessairement à approcher actuellement. Et bien évidemment, ce qu'on appelle des points conseils marché. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de ce terme, mais qui permet d'évaluer gratuitement avec nos experts à l'étranger, organisés par filière d'activité, le potentiel de certains marchés et les recommandations d'action, un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Et simplement pour que vous sachiez que personne ne soit perdu, bon, je sais on a déjà échangé avec Eric Cariou, mais pour ce qui est de Christophe Palous et moi-même, basé en Occitanie, si vous voulez, on est votre point d'entrée, votre référent de proximité pour vraiment pouvoir vous mettre en contact avec tous nos collaborateurs des bureaux étrangers. Bon, aujourd'hui, vous avez les contacts en direct, mais sachez que voilà, c'est la façon de fonctionner pour que vous sachiez qui fait quoi, pourquoi on est là. Et voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va pouvoir donner la fin de ce café visio. Il est déjà 9h39. Merci beaucoup à nos intervenants et intervenantes. Le café visio de demain aura comme thème en fait la médecine du travail et les assureurs. On va notamment parler de comment gérer le déconfinement dans les entreprises au niveau santé et règles d'hygiène, entre autres. Donc, on vous y attend comme tous les jours à 8h30. Merci beaucoup, bonne journée à tous et à bientôt. Merci. À tous. À bientôt. Et merci Eliane d'avoir tout organisé, au fait. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.